Je suis en première année de thèse et je fais ma thèse donc sous la direction de M. François Arnaud du laboratoire XLIM. Alors je vais vous parler aujourd'hui de cryptographie quantique, en particulier des protocoles d'échange de clés qui utilisent le phénomène de cryptographie quantique d'intrication. Enfin, c'est un phénomène de physique quantique qu'on appelle l'intrication. Alors, en premier lieu, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à la cryptographie classique, la sécurité des protocoles de cryptographie quantique ne repose pas sur des problèmes mathématiques qu'on suppose difficiles, mais il repose sur des lois physiques. Alors, je vais déjà vous parler du protocole Eckert-91 qui concerne les paires de qubits intriqués. Je vous parlerai ensuite du protocole 3DEB qui est l'extension d'Eckert-91 mais pour des qubits intriqués. Et je présenterai le protocole sur lequel on a travaillé, donc François Arnaud et moi, qui s'appelle H3DEB et qui concerne également des qubits intriqués. Et je finirai par une petite conclusion sur l'intérêt de ce protocole par rapport au protocole 3DEB, notamment en matière de résistance au bruit. Alors, vous savez donc qu'un bit s'écrit comme peut prendre la valeur 0 ou 1, et un qubit en réalité peut s'écrire comme superposition de 0 et de 1. Donc vous pouvez voir ici qu'on lit alpha quête de 0 plus bêta quête de 1, cette notation s'appelle un quête. Et lorsqu'on mesure ce qubit, on obtient 0 avec une probabilité module de alpha au carré, ou 1 avec une probabilité module de bêta au carré. Donc les résultats qu'on obtient sont probabilistes et la somme de ces probabilités évidemment vaut 1. Alors en réalité ce qui se passe lorsqu'on fait une mesure, c'est qu'on n'obtient pas directement 0 et 1 mais moins 1 et 1, et on associe en fait le 1 on l'associe au bit 0 et le moins 1 on l'associe au bit 1. Alors il y a certains états qu'on appelle des états de Bell, donc vous en avez un exemple là, et imaginons qu'on ait deux qubits A et B qui soient dans cet état. Vous pouvez remarquer qu'avant, le quête ne comportait qu'une seule coordonnée, donc c'est un seul 0. Ici, il y a deux zéros parce que le premier 0 correspond au qubit A, le second 0 au qubit B. Et donc, cet état, c'est un des états de Bell. Alors, je vais vous expliquer en quoi consiste l'intrication. Lorsqu'on mesure le premier qubit, le qubit A, qui est en rouge, on a le choix entre 0 ou 1 avec des probabilités 1,5. Et si on obtient, imaginons qu'on obtienne par exemple 0 pour le qubit A, lorsqu'on voudra mesurer le qubit B, on mesurera uniquement en prenant en compte le quête 0, 0. Donc on n'obtiendra plus 0 ou 1 avec certaines probabilités, on obtiendra forcément 0. En revanche, si on a obtenu 1 pour A, on considère le quête 1, 1, et donc on obtiendra forcément 1 pour le qubit B. Donc finalement, le principe de l'intrication, c'est que lorsqu'on a une paire de qubits A et B intriqués, lorsqu'on mesure d'abord l'un puis l'autre, on obtiendra forcément des résultats de mesure qui seront corrélés à 100%. C'est une propriété très intéressante pour les protocoles qui reposent sur l'intrication. Et donc on dit de ces deux qubits qu'ils forment une paire intriquée. Alors maintenant, je vais vous parler du protocole Eckert-91, qui est le protocole le plus classique. C'est un protocole de partage de clés qui utilise l'intrication. Donc on a une source qui produit des paires de qubits intriqués, et cette source distribue un qubit de chaque paire, donc un qubit à Alice et un qubit à Bob. Et Bob et Alice possèdent chacun 4 bases dans lesquelles ils peuvent mesurer leurs qubits. Alors ce qui se passe dans le protocole, c'est qu'ils reçoivent chacun un qubit, ils choisissent au hasard une base, ils effectuent une mesure dans cette base, donc ils obtiennent un résultat de mesure. Ensuite, ils reçoivent un autre qubit, ils rechoisissent une base au hasard, etc. Donc, une fois qu'ils ont reçu tous les qubits, ils utilisent un canal classique qui doit être authentifié pour donner la séquence de base, ils révèlent la séquence de base qu'ils ont utilisée. Donc, à ce moment-là, cette séquence de base, elle est publique, et Alice et Bob peuvent comparer leurs séquences respectives pour constater à quel endroit ils ont utilisé par hasard les mêmes bases. Et donc, ils savent que lorsqu'ils ont utilisé les mêmes bases, ils ont eu des résultats qui étaient corrélés, et donc ces résultats-là pourront être utilisés plus tard pour en déduire une clé. Lorsqu'ils ont choisi en revanche des bases différentes, on peut quand même faire quelque chose de ces résultats, puisqu'on peut les utiliser pour vérifier ce qu'on appelle le viol d'une inégalité de Bell. Donc juste après, je vous expliquerai en quoi ça consiste. Le principe, c'est qu'en vérifiant qu'une égalité de Bell est bien violée, on vérifie que l'intrication est toujours effective entre les particules, et donc que le système n'a pas été perturbé.
Effectivement, si un espion essaye d'observer le système ou s'il y a un bruit qui perturbe le système, la propriété d'intrication entre les particules va disparaître. Et lorsqu'on vérifiera le viol de l'inégalité de Bell, eh ben, on constatera que l'inégalité n'est pas violée. Donc c'est très intéressant puisque ça nous permet de détecter la présence d'un espion et de voir si les résultats ont été espionnés. Donc si ils testent ce viol de l'inégalité de Bell, qu'ils constatent qu'il y a effectivement un viol, ça signifie qu'il n'y a pas de perturbation qui est venue perturber l'intrication. Et donc Alice et Bob peuvent utiliser les résultats corrélés pour constituer une clé qu'ils ont en commune, pour avoir une clé commune. Donc c'est le principe du partage de clés. Alors voici un tableau qui résume ces différents cas. Vous pouvez voir que par exemple donc A0 jusqu'à A3 ce sont les bases que Alice peut utiliser et B0 à B3 les bases que Bob peut utiliser. Et vous remarquez que, imaginons qu'on regarde donc la première ligne et la première colonne, c'est le cas où Alice a choisi par hasard la base 0, Bob a choisi par hasard la base B0, et donc ils ont eu des résultats corrélés qu'ils peuvent utiliser pour constituer une partie de la clé. Donc vous voyez également les 4 valeurs C1 qui servent à vérifier le viol d'une inégalité de Bell, et d'un autre côté on pourrait choisir, au lieu d'utiliser ces 4-là, d'utiliser les 4 valeurs C2 qui peuvent aussi vérifier une inégalité de Bell. Donc voilà, je vais vous expliquer maintenant en quoi consiste cette vérification du viol des inégalités. Alors en général, on parle d'inégalité de Bell, mais c'est une inégalité qui s'appelle l'inégalité CHSH qui est utilisée dans les protocoles. Alors on a Alice et Bob ont 2 qubits A et B, et ils disposent chacun de 2 bases dans lesquelles ils peuvent faire leurs mesures, et ils peuvent calculer la valeur de T. Donc je vous rappelle que les mesures en fait donnent comme valeur plus ou moins 1, et donc on peut remplacer par exemple pour A1, B1, ils pourront avoir 1 fois 1, 1 fois moins 1, moins 1 fois 1 ou moins 1 fois moins 1. Et donc si on remplace partout, au final on a 16 combinaisons possibles. Mais quand on regarde ces 16 combinaisons, on s'aperçoit qu'en physique classique, T vaut toujours plus ou moins 2. Et donc on peut calculer son espérance, et son espérance est comprise entre moins 2 et 2. Donc c'est ce qu'on appelle l'inégalité CHSH. Ça c'est vrai pour la physique classique. Mais lorsqu'on a 2 qubits qui sont intriqués, qui forment une paire intriquée, normalement on devrait aussi vérifier la même inégalité, on devrait pouvoir calculer T de telle sorte que l'espérance de T soit entre moins 2 et 2. En réalité, quand on calcule expérimentalement T, on trouve que cette valeur n'est pas entre moins 2 et 2, mais entre moins 2 racine de 2 et 2 racine de 2. Donc l'inégalité CHSH est violée pour les paires intriquées de qubits. Donc c'est comme ça qu'on vérifie que 2 qubits sont bien intriqués. Et si à un moment donné on vérifie la violation et que cette violation n'est pas vérifiée, si on trouve qu'on est entre moins 2 et 2, ça signifie que l'intrication a été perdue à un moment donné, donc que soit un bruit est intervenu, soit un espion a essayé d'espionner les communications. Donc cette borne est atteinte par les états qu'on appelle les états de Bell. C'est les états on les appelle aussi états maximalement intriqués. Donc l'état qu'on avait vu avant, voilà, cet état-là, c'est un des états de Bell. Et donc dans les protocoles, c'est intéressant d'utiliser ces états-là, puisque c'est les états qui permettent d'atteindre la borne de racine de 2. Donc c'est les états pour lesquels la violation est la plus visible en quelque sorte. Alors à partir de là, on peut définir un facteur de viol. Donc ce facteur de viol, c'est le quotient de la valeur quantique sur la valeur classique. Et si on considère un état de Bell, il est égal à racine de 2. Donc ce sera le facteur de viol maximal avec les états de Bell pour une paire de qubits intriqués et pour l'inégalité CHSH. Alors il a été montré qu'un protocole est résistant au bruit jusqu'à un certain seuil qu'on peut calculer et qui dépend de V. Donc l'intérêt, c'est d'avoir le V le plus haut possible pour avoir le seuil de bruit le plus haut possible. Pour les états de Bell, donc, ce seuil, c'est 0,293. Alors on a le même genre d'écriture que les qubits, mais pour les qtrites. C'est-à-dire que donc, pour un trite qui est décrit par 0, 1, 2, on peut avoir un qtrite qui s'écrit comme combinaison des trites 0, 1, 2. Il y a également des probabilités, donc on peut obtenir chaque valeur avec des probabilités associées. Il y a également le phénomène d'intrication qui marche exactement de la même manière que pour les qubits.
Et comme j'avais dit avant qu'en réalité les mesures pour 2 qubits c'était -1 et 1, ici ce sont des mesures trichotomiques, donc il y a 3 issues qui sont 1, oméga et oméga 2, auxquelles on fait correspondre un trit. Donc oméga étant une racine troisième primitive de l'unité. Alors on peut également exprimer l'inégalité CHSH3, qui est l'équivalent de CHSH, mais pour les Q-trits. Donc elle s'écrit comme ça, S inférieur ou égal à 2. Et donc ici, S, c'est la partie réelle de T, plus 1 sur racine de 3, la partie imaginaire de T. Alors on connaît des bases, qui sont ce qu'on appelle les bases optimales, et qui nous permettent d'obtenir le viol le plus important de CHSH3 pour les Q-trits. Donc, quand on utilise ces bases et un état de Bell, donc un état maximalement intriqué pour les Q-trits, donc vous pouvez voir là à quoi ressemble cet état, c'est la même chose que pour les qubits, mais avec le ket de 2 en plus. Et dans ces cas-là, on obtient le facteur de viol maximal et donc un seuil de bruit de 0,304, qui est le seuil de bruit maximal pour des Q-trits intriqués et pour CHSH3. Ce seuil de bruit, vous pouvez remarquer qu'il est supérieur à celui dans le cas des qubits. Et effectivement, ça veut dire que quand on utilise le même type de protocole, avec les mêmes paramètres, le fait d'utiliser des Q-trits va rendre le protocole plus résistant au bruit. Donc, il y a un protocole qui est l'extension du protocole Eckart 91, mais pour les Q-trits. Ce protocole donc, consiste à utiliser l'état de Bell, qui est le même que celui qu'on utilisait dans Eckart 91, mais dans le cas des Q-trits cette fois. Une source produit des paires de Q-trits intriqués dans cet état de Bell. Elle distribue chacun des Q-trits intriqués, elle les distribue à Alice et Bob. Alice et Bob disposent toujours de 4 bases pour faire leurs mesures. Donc ils récupèrent à chaque fois un Q-trit de chaque paire, ils choisissent une base au hasard, ils mesurent leur Q-trit, etc. Ça se répète. Une fois que toutes les paires de Q-trits ont été distribuées, Alice et Bob révèlent sur un canal classique, donc toujours qui doit être authentifié, ils révèlent quelle séquence de base ils ont utilisée. Donc de la même manière, si les mêmes bases ont été choisies, ils ont des résultats corrélés, donc ils peuvent récupérer un trit. Et si ils ont choisi des bases différentes, ils peuvent utiliser cette fois 2 configurations de CHSH3. Donc c'est un choix. Dans Eckart 91, initialement, on n'en vérifiait qu'une. Cette fois, on peut en vérifier 2. Et au final, si on n'a pas, après avoir vérifié le viol de CHSH3 donc par 2 configurations différentes, si on n'a pas remarqué de perturbation, ça signifie qu'on peut utiliser nos résultats corrélés pour en déduire une clé. Donc voici le tableau qui résume ces différents cas. C'est un tableau qui est similaire à celui d'Eckart 91, puisque c'est simplement une extension pour des Q-trits. Donc pour l'état maximalement intriqué et donc les bases qu'on choisit, les 4 bases qu'on peut utiliser, ce protocole permet d'atteindre un seuil de bruit de 0,304, ce qui est, comme je vous avais montré avant, le seuil de bruit maximal qu'on peut obtenir pour les Q-trits. Alors, c'est le seuil de bruit maximal pour les Q-trits, avec cet état et l'inégalité CHSH3, mais nous, on s'est dit qu'on pouvait l'améliorer en remplaçant l'inégalité, puisque ça ne sert à rien d'essayer de remplacer l'état par un autre état, puisque c'est déjà l'état maximalement intriqué. Donc, on va essayer de construire un nouveau protocole H3DEB en remplaçant l'inégalité CHSH3. C'est ce que François Arnaud et moi avons voulu faire. Donc, on s'est proposé d'utiliser une inégalité qui fait partie de la famille des inégalités de Bell homogènes, et qu'on a appelée HCHSH3. Donc, les inégalités de Bell homogènes, elles ont été décrites dans un article de François Arnaud, A Complete Set of Multidimensional Bell Inequalities. Et donc, vous en voyez là HCHSH3 qui est un exemple de ces inégalités. Vous pouvez déjà remarquer que ici, le T1 est beaucoup plus long que ce qu'on avait avant, donc il y a besoin de plus de valeurs que pour 3DEB, que l'inégalité que CHSH3, il y a plus de valeurs à calculer. Donc on peut réécrire le même protocole que 3DEB, mais en remplaçant avec notre inégalité. Et la différence, c'est que cette fois, on va avoir besoin de 6 bases. Donc Alice et Bob ont 6 bases dans lesquelles ils peuvent faire leurs mesures. Ils reçoivent des Q-trits intriqués de la part de la source. Ils choisissent une base au hasard parmi les 6, ils font leurs mesures. À la fin, ils révèlent sur un canal classique toutes les bases qu'ils ont utilisées. Donc même principe, au moment où il y a les bases choisies, les résultats sont corrélés. Quand les bases différentes sont choisies, ils testent 2 fois le viol de HCHSH3. Donc on peut résumer ça par un tableau. Vous pouvez voir que là, avant on avait besoin de 4 valeurs C1, là on en a besoin de 9. Donc effectivement, c'est parce que l'inégalité était beaucoup plus longue.
Donc vous pouvez le voir là. Et alors vous pouvez remarquer aussi qu'avant on avait des A0, des B0, maintenant on a des A00 et des B00. Alors en fait c'est parce que cette nouvelle inégalité, elle fait intervenir des mesures qui sont des produits d'autres mesures. Donc par exemple A02, ce sera le produit A0, A2. Et ici, lorsqu'on calcule le facteur de violation et donc qu'on l'utilise pour calculer le seuil de bruit, on obtient un seuil de bruit qui est égal à 0,409, donc qui est supérieur à celui de 3 dB qui était de 0,304. Donc on a atteint notre objectif qui était d'améliorer le seuil de bruit du protocole 3 dB. Alors je vais quand même rapidement parler de ces histoires de produits de mesure, puisqu'effectivement la grande différence entre l'inégalité que nous on a utilisée et celle qui était utilisée classiquement, c'est qu'il y a ces produits de mesure qui apparaissent. Et normalement en physique quantique, on peut expérimentalement réaliser une mesure par exemple à 0 par ce qu'on appelle un triteur et par un détecteur. Donc à chaque mesure, on peut construire un triteur et un détecteur qui nous réalisent notre mesure. Donc ce qu'on serait tenté de faire quand on veut par exemple calculer A0, A2, on serait tenté d'utiliser le triteur-détecteur de A0, le triteur-détecteur de A2, de récupérer nos deux résultats, de les multiplier pour obtenir A0, A2. Mais ça ne marche pas, c'est impossible en physique quantique. Donc on a étudié ça mathématiquement et on a fini par trouver une construction et on s'est aperçu qu'en fait on peut trouver un triteur et un détecteur spécialement dédiés qui sont construits spécifiquement pour représenter la mesure AIJ. Donc par exemple A02 ou A22, ce ne sera pas les mêmes triteurs que pour A0 et que pour A2, ce sera un triteur spécifique. Et donc on a trouvé une construction mathématique de ces triteurs et on pense qu'ils sont tout à fait implémentables expérimentalement. Donc en conclusion, avec les mêmes paramètres que 3 dB, donc l'état de Bell maximalement intriqué et par contre 3 dB utilisant CHSH3, on est passé d'un niveau de bruit de 0,304 à 0,409 en remplaçant l'inégalité CHSH3 par l'inégalité homogène HCHSH3. Donc on a atteint notre objectif qui était d'améliorer le niveau de bruit. Donc voilà, merci de votre attention.